Et si je vous disais que la plupart d'entre vous êtes exposés tous les jours à des agressions qui abîment votre santé mentale, votre santé physique et qui polluent littéralement votre quotidien, mais que vous ne vous en rendez probablement pas compte. Cet agresseur invisible, c'est le bruit. On va parler aujourd'hui de pollution sonore. C'est un sujet qui me tient très à cœur parce que ça a un impact important sur notre vie, sur notre bonheur et sur notre santé de manière générale. Et pourtant, on en parle très peu. Vous verrez dans cette vidéo comment le bruit peut entraîner des maladies comme le cancer et le diabète. Mais commençons par le commencement. Les sons sont des ondes acoustiques qui se propagent dans l'air. Une des unités pour mesurer le volume sonore, c'est le décibel. La première chose à savoir est que le décibel est un rapport entre deux pressions acoustiques, celle qu'on mesure, divisée par le seuil minimal d'audition. Donc quand le rapport est à 1, on est au décibel 0, donc c'est le seuil minimal de l'audition. La deuxième chose à savoir est que le décibel est une unité logarithmique. Ça signifie que lorsqu'on passe de 50 à 60 décibels, on multiplie en fait par 2 le volume sonore. Et c'est la même chose lorsqu'on passe de 60 à 70 décibels ou de 70 à 80 décibels. On comprend alors que 100 décibels, c'est pas 2 fois plus fort que 50 décibels, mais c'est 2 puissance 5 fois plus fort, donc 32 fois plus fort. Alors pourquoi est-ce qu'on s'embête avec une échelle logarithmique, vous allez me demander? C'est en fait parce qu'on parle de pressions acoustiques qui sont tellement différentes que ce serait trop dur à manipuler comme ordre de grandeur. Et ce point-là, il est vraiment important à comprendre, parce que 10 ou 20 décibels de plus, ça correspond à un son qui est 2 ou 4 fois plus fort. On peut considérer que de 0 à 40 décibels, l'environnement est plutôt calme. Le bruit de sa propre respiration, c'est environ 10 décibels. Le vent qui fait bouger les feuilles d'un arbre, c'est environ 20 décibels. Une conversation à voix basse, environ 30. À partir de 40 décibels, c'est un niveau qu'on va qualifier de supportable, mais c'est plus tout à fait calme. Là, par exemple, si vous étiez à côté de moi, le volume de ma voix serait aux alentours de 40 décibels. 50 décibels, c'est le bruit d'une machine à laver. À partir de 60 décibels, le son commence à devenir fatigant, en particulier s'il est prolongé. 60 décibels, c'est le bruit d'une conversation animée ou d'un restaurant qui est plein. 70 décibels, c'est le bruit d'un aspirateur. À partir de 80 décibels, on rentre dans les sons qui sont carrément dangereux pour l'ouïe. 80 décibels, c'est environ le bruit que fait une voiture qui passe en ville. 90, c'est plutôt celui d'un klaxon, d'une moto ou d'un camion. 100 décibels, c'est le son d'un marteau-piqueur. 110 décibels, c'est le bruit des sirènes en ville. 120 décibels, c'est le bruit d'un coup de feu. À partir de là, on peut commencer à avoir une perte d'audition définitive, même pour une exposition très courte. La raison pour laquelle je dis qu'à partir de 80 décibels, c'était dangereux pour l'audition, c'est en fait une limite qui est biologique. Petit rappel d'anatomie. L'oreille est composée de 3 parties. L'oreille externe, c'est le pavillon et le conduit auditif externe. L'oreille moyenne, c'est le tympan, qui est en fait cette paroi sur laquelle le son vient vibrer et qui ensuite se répercute dans les 3 osselets que sont le marteau, l'enclume et l'étrier. Ensuite, il y a l'oreille interne qui correspond à la cochlée et au vestibule. Le vestibule, ça permet notamment de positionner sa tête dans l'espace, mais c'est pas notre sujet aujourd'hui. La cochlée, c'est ce petit escargot qui est en fait composé de cellules qui ont des cils sur elles, on appelle ça des cellules ciliées. Et c'est ces cils qui vont bouger grâce à la vibration acoustique et qui vont transformer un signal acoustique, une vibration physique, en un signal électrique. À partir de là, le signal électrique va aller le long du nerf auditif pour aller jusqu'au cortex auditif. Et c'est à ce moment-là qu'on a conscience du bruit. Revenons à notre oreille moyenne. Il y a là un muscle qu'on appelle le muscle stapédien qui, lorsqu'on est exposé à un bruit trop fort, donc au-dessus de 80, se contracte. C'est une contraction musculaire qui est complètement involontaire et c'est ça qu'on appelle le réflexe stapédien. En fait, ça vient déplacer l'étrier de telle sorte que ça atténue un peu les vibrations qui arrivent à l'oreille interne. Et la raison pour laquelle ce réflexe existe, c'est pour protéger notre audition. Parce que lorsque les vibrations sont trop fortes, les cellules ciliées de l'oreille interne, elles meurent. Et à ce moment-là, ça signifie qu'on peut avoir une perte d'audition qui est irréversible. Vous allez me dire que le système est plutôt bien fait, mais voilà, le muscle stapédien, non seulement il a une capacité limitée d'atténuer les bruits, et surtout, il se fatigue au bout d'un moment et il peut tenir que quelques minutes. Et dans une journée classique, vous êtes exposé très régulièrement à des sons qui sont au-dessus de 80 décibels.
Une fois qu'on a clarifié un peu toutes ces questions sur les échelles en décibels, on va quand même prendre un peu de recul. D'abord, il faut avoir en tête que la mesure du bruit va dépendre de la distance qu'il y a entre notre objet de mesure et l'objet qui crée le bruit. Quand on dit que les voitures font en moyenne 80 décibels en ville, c'est pas la même chose si on les entend du balcon du 3e étage ou si on est en vélo à un feu rouge. Il faut aussi avoir en tête que la perception de la nuisance est subjective. C'est sûr que le volume sonore, ça intervient, mais il y a aussi d'autres critères. On peut en citer ici deux. Le premier, c'est la nature du son. À volume égal, c'est sûr qu'on trouve ça plus agréable d'entendre un morceau de piano ou le chant d'un oiseau plutôt que le bourdonnement d'un réfrigérateur ou le grincement d'une porte. La deuxième chose qui compte, c'est le fait qu'on choisisse ou non de s'exposer à un son. C'est ce qu'on pourra appeler le caractère consenti ou désiré de l'exposition. Le même morceau de musique, on ne le percevra pas de la même manière si on l'écoute de son propre gré, en faisant un footing à l'extérieur dans ses écouteurs, ou si on est réveillé par ce bruit-là, par ses voisins, pendant qu'on essaie de dormir la nuit. Le klaxon, c'est un bon exemple de nuisance sonore. En général, le volume est assez élevé, c'est environ 90 ou 100 décibels. Ensuite, c'est un son qui est plutôt désagréable. Et enfin, c'est pas un son qui est très désiré en général. D'ailleurs, c'était son utilité initiale du klaxon, de signaler de manière forte et désagréable un danger imminent. Le problème, c'est que beaucoup de personnes l'utilisent comme un moyen de communiquer en ville entre voitures. Dans le milieu de la santé, pendant longtemps, les seuls qui s'intéressaient au bruit, c'était les professionnels de l'audition. Et c'est de manière relativement récente, dans les 20 dernières années, qu'on a commencé à se rendre compte que le bruit pouvait avoir beaucoup d'autres impacts sur la santé, et ce, même à des volumes faibles. Selon un rapport de l'OMS en 2011, on estime qu'à cause de la pollution sonore en ville, et en particulier du trafic routier, il y aurait chaque année 1,6 million d'années de vie en bonne santé perdues. Et ça, c'est dû à la fois à l'impact sur la santé mentale, puisque le bruit peut entraîner de la dépression, des troubles anxieux, des troubles du sommeil et des idées suicidaires, et puis aussi sur la santé physique, avec des maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires, des maladies métaboliques et des cancers. Oui, vous avez bien entendu, ce n'est pas la pollution de l'air qui entraîne ici des maladies respiratoires et des cancers, mais bien la pollution sonore. En janvier 2024, un papier fait la revue de la littérature sur l'impact du bruit sur la santé. Et le moins qu'on peut dire, c'est que les résultats sont vraiment surprenants. Lorsqu'on est exposé de manière prolongée à des bruits, même faibles, c'est-à-dire entre 50 et 70 décibels, il y a une réaction de stress prolongée de l'organisme avec des conséquences biologiques et une altération de la cascade inflammatoire. Ce qui devient alors un facteur de risque de déclencher des maladies comme le diabète, des démences, des fibrillations atriales, des infarctus du myocarde. Bref, le bruit stresse tellement notre organisme qu'il en devient malade. On voit par exemple ici la corrélation entre le niveau de bruit et le risque de suicide. On parle quand même d'une augmentation de 20% lorsqu'on passe de 50 à 70 décibels de niveau sonore de trafic routier. Mais justement, en ville, lorsqu'on se promène, quel est habituellement le niveau sonore ? Eh bien, ça dépend des villes. Si on se promène dans les rues de Montréal ou de Paris, en moyenne, on tourne plutôt aux alentours de 70 décibels. Si on va par contre dans des villes comme Le Caire, Ho-Chi-Minh-Ville ou Bombay, là on est largement au-dessus des 100 décibels de moyenne. À l'inverse, des villes comme Oslo ou Zurich, qui ont un certain nombre de règles pour limiter le bruit en ville, tournent plutôt aux alentours de 60 décibels. L'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas dépasser 55 décibels en moyenne. Donc on voit bien que sur la majorité des grandes villes sur Terre, on est largement au-dessus. Dans la plupart des villes, c'est devenu un luxe de pouvoir s'asseoir sur un banc et lire un livre, ou d'écouter de la musique, ou d'avoir même une conversation sans être importuné par le volume sonore. Et c'est bien ça qui est devenu aujourd'hui le silence et les calmes. Ce sont des luxes, voire même parfois des privilèges de classe. Dans cet exemple, un certain nombre de vidéos ont été tournées dans le quartier de Montréal qu'on appelle le Plateau, qui est un quartier qui a fait beaucoup d'efforts avec des pistes cyclables et la piétonisation des rues. Et c'est aussi un des quartiers de la ville où les loyers sont le plus chers. Et pas seulement parce que tous les Français qui viennent s'installer à Montréal vont là-bas. Mais pourquoi les villes sont si bruyantes ? Le trafic routier est clairement une des causes principales. Mais il y a aussi les trains avec les voies de chemin de fer, les aéroports, les travaux en ville, la ventilation et tout un certain nombre d'engins motorisés.
Il existe des lois qui sont censées limiter le bruit en ville. Au Québec, par exemple, une moto n'est pas censée dépasser 100 décibels. En Europe, les réglementations sont un peu plus restrictives, mais globalement, les résultats sont les mêmes. Les seuils sont de toute façon trop élevés et personne ne les respecte jamais. Combien de fois dans votre vie avez-vous déjà vu des radars sonores? Et pourtant, le bruit tue probablement plus que les accidents de voiture. Il arrive même que les alternatives à la voiture sont au moins aussi bruyantes que la voiture. À Montréal, par exemple, se trouve un des métros les plus bruyants du monde. Alors c'est sûr, l'avantage du métro, c'est que le bruit est infligé uniquement aux utilisateurs du métro. Personne ne va être dérangé en lisant un livre dans un parc parce que quelqu'un a décidé de prendre le métro, ce qui sera pourtant le cas avec quelqu'un qui prend la voiture. Mais malgré tout, dans les stratégies à prendre en compte pour rendre les alternatives à la voiture plus attractives, il faut clairement prendre aussi en compte des questions de confort, et le bruit en fait partie. Parce que c'est bien ça le problème avec le bruit. Les gens qui l'infligent sont souvent ceux qui le subissent le moins. Les automobilistes, par exemple, protégés dans leur habitacle, ne subissent qu'une partie très atténuée des klaxons ou du bruit qu'ils infligent aux autres. C'est un problème qu'on appelle la maladaptation. On peut prendre l'analogie du réchauffement climatique et de la climatisation pour mieux le comprendre. Pour se protéger de la chaleur, on met la climatisation. Mais si ça refroidit la température à l'intérieur de l'auto ou à l'intérieur de la pièce, ça augmente la température globale du système. Transformer du chaud en froid, ça crée encore plus de chaud. Mais dans le cas de la climatisation, on ne subit pas la chaleur qu'on inflige aux autres. C'est même en fait exactement l'inverse. C'est en améliorant son propre confort qu'on dégrade celui des autres. C'est une forme d'individualisme qu'on pourrait qualifier de pathologique. C'est-à-dire qu'en agissant pour ce qu'on croit être son propre intérêt, on agit contre l'intérêt collectif. Et l'intérêt collectif, comme son nom l'indique, ça finit toujours par nous concerner parce qu'on est toujours l'autre de quelqu'un. On peut utiliser ici le mot de pathologique pour qualifier cet individualisme parce qu'on a l'illusion de défendre son propre intérêt alors qu'en réalité c'est souvent l'inverse. Parce que pour obtenir sa liberté d'utiliser sa climatisation comme on veut, on empiète sur sa propre liberté encore plus fondamentale de pouvoir marcher en ville sans avoir à se déplacer de place climatisée en place climatisée parce que la température est trop haute. Avec le bruit, c'est pareil. Protégé dans son habitacle en voiture, on a parfois moins de scrupules à infliger du bruit aux autres, ce qui va pousser les autres à reproduire le même comportement et on finit par oublier l'interdépendance sociale. Utiliser son vélo en ville, c'est une forme de service qu'on rend à l'ensemble de la population d'une ville d'un point de vue phonique. Mais il faut pouvoir le faire sans que ce soit un sacrifice de s'imposer la pollution sonore des voitures. Privilégier l'utilisation du vélo, c'est un moyen de renforcer la collaboration collective pour réduire le bruit en ville. Quand on vit en société, agir pour l'intérêt des autres, c'est souvent au final aussi agir pour son intérêt à soi-même. N'oublions pas non plus que dans les habitants d'une ville, il y a aussi les animaux. Le bruit est une des causes importantes de la réduction de la biodiversité en ville parce que ça altère leur capacité de communiquer ou leur capacité de se reproduire. La flore aussi a un impact sur le paysage sonore d'une ville puisque la végétalisation peut permettre d'absorber une partie du bruit. C'est intéressant de voir que les mesures qui permettent de réduire le bruit en ville, promouvoir les mobilités douces, végétaliser les villes, sont généralement alignées avec ce qui permet aussi la diminution de la pollution de l'air ou du réchauffement climatique. Et puis, il y a une partie du bruit qu'on s'inflige à soi-même. Aller dans des bars bruyants, mettre la musique trop forte, aller en boîte de nuit, parce qu'on a parfois tendance à valoriser l'aspect bruyant de certains espaces, alors que souvent on aspire exactement à l'inverse. C'est la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de votre santé, de vos oreilles, des oreilles de vos proches, et puis même des oreilles des gens que vous ne connaissez pas. À l'échelle individuelle, mettez des bouchons d'oreilles, des écouteurs, des casques anti-bruit. Prenez le temps d'être à l'écoute de vos sensations quand vous êtes dans des milieux bruyants. Affirmez-vous lorsque vous êtes dans un groupe pour dire que ça ne vous convient pas et que vous préférez être dans des endroits plus calmes. Et puis à l'échelle systémique, renseignez-vous et puis éduquez votre entourage sur l'importance de designer des villes qui soient moins bruyantes, peut-être moins centrées sur des voitures, et construire à la place des villes pour humains. Par exemple en partageant cette vidéo.